Bonjour à tous, bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez? C'est bon? Très bien. Donc, merci pour la présentation. Et on va essayer de lancer cette table ronde consacrée à l'instabilité géopolitique et économique à la nouvelle PAC et essayer de mettre en exergue les enjeux pour la coopération agricole et agroalimentaire en Occitanie. Donc, vaste programme. Il y a déjà 6 ans, j'étais ici parmi vous, donc un petit peu plus à l'ouest, du côté de Purpan, et j'animais déjà une table ronde sur la même thématique, mais le contexte était complètement différent. On avait le libéralisme économique de la Commission européenne qui était à son apogée. Donc, je vous le rappelle, on était en train de détricoter les différents outils et on libéralisait les marchés. On n'avait pas de Green Deal, on n'avait pas de Covid, et on savait à peine où se trouvait l'Ukraine. À cette époque-là, déjà, on parlait déjà de la Russie, puisque, si vous vous rappelez, la Russie nous avait mis en place un embargo en 2014, 2016, crise sur les marchés, suite à la dérégulation des marchés et à cet embargo. Pour pouvoir parler de ce sujet extrêmement important, et aussi, comme on l'a entendu à travers les propos de notre président, j'accueille sur cette scène M. Bernard Ader, président de la Commission Europe de LCA, vice-président aussi de la coopération agricole, et aussi il a un mandat en tant que vice-président de la COGECA, la Fédération européenne des coopératives agricoles. J'accueille également Jean-Louis Cazobon, vice-président de la région Occitanie, en charge des questions agricoles. Monsieur Yves Madre, Yves, directeur du think tank. Voilà, on voit le dynamisme en Occitanie. Donc Yves Madre, directeur du think tank européen Farm Europe, anciennement membre du cabinet du commissaire européen à l'agriculture, Dacian Ciolos. Et enfin, pour compléter cette table ronde, je vais appeler Ludovic Roux, donc membre du groupe de travail 20 du COPA-COGECA et président des vignerons coopérateurs d'Occitanie. Pour lancer les débats, je vais m'appuyer sur Yves Madre, qui va nous faire une présentation de 15 minutes. On te laisse ces 15 minutes, Yves, pour introduire le sujet, dresser les différents constats, nous dire où nous en sommes concrètement, qu'est-ce qu'on peut attendre pour 2023 et quelles sont les grandes orientations au niveau européen. Je te laisse, tu peux venir ici Yves, et comme ça on switch. Ça marche. Merci beaucoup Claire. Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis très heureux qu'on se retrouve enfin dans des instances où on se voit, où on discute, on peut même se toucher. Alors, sauf que là, Claire, elle vient de me mettre de la pression à max. Et 15 minutes, eh ben, on va essayer en 15 minutes. 15 minutes pour se demander, vu le contexte dont on a hérité, le contexte actuel est ce qui nous pend au nez, est-ce que c'est viable? Est-ce qu'il y a des chemins de sortie par le haut? On va sur la diapo suivante, s'il vous plaît. Alors, on ne va pas revenir sur la crise Covid. Et presque par erreur, je mentionne la crise post-Covid. Mais est-ce que le Covid est bien terminé? On peut se demander, non pas d'un point de vue sanitaire, mais d'un point de vue impact, qu'on voit les perturbations qui demeurent, d'un point de vue logistique, d'un point de vue approvisionnement, les ports en Asie qui ne sont pas réouverts, ou difficilement, et le coût que ça a impliqué. Et finalement, avant même qu'on ne parle de l'Ukraine, avant même que ça ne commence, malheureusement, le feu était allumé. Le feu était allumé, l'énergie avait commencé à augmenter, les difficultés d'approvisionnement et la hausse des prix dans les différents stades des filières
aussi avait commencé. Le coût du transport maritime, juste un élément, on était à 2 000 € pour un conteneur FR, c'était passé à 10 000. Alors, ça c'est ponctuel, mais le yo-yo était embarqué. Et puis, on a la crise ukrainienne. Et pour moi, la crise ukrainienne, c'est juste du kérosène qu'on met sur un incendie. Effectivement, ça flambe terriblement, avec de la spéculation qui va avec. On est bien d'accord, faut le reconnaître. Et quelque part, Claire, tu me proposais de sortir la boule de cristal de Madame Irma aujourd'hui. Mais on sait qu'elle n'a jamais très bien fonctionné, la boule de cristal de Madame Irma non plus. Et pour le coup, crise ukrainienne, on a en tête 30% Russie-Ukraine sur le blé, sur le maïs 20%, les 16 millions de tonnes de tournesol qui sont bloqués là-bas. Alors le gaz, on n'en parle même pas, et le coût des engrais, vous le vivez. Toutes les filières le vivent. Alors d'un point de vue très pratique, on peut se dire, il y a certains éléments, finalement, on va s'en sortir, nous, dans l'Union européenne. Difficilement, avec des coûts, mais il n'y a pas que l'Union européenne. Il y a juste ce qu'il y a aussi à nos portes, Afrique du Nord, Afrique, et là, il y a un gros point d'interrogation, il y a un sérieux problème sur des pays qui dépendaient de leur approvisionnement pour l'alimentation quotidienne de leur population, entre 15 et 40%. On prend le blé, le céréales, 15-40%, ça venait de cette zone. Quand déjà la hausse était engagée avant la crise ukrainienne, alors on va sortir de l'Afrique du Nord, on va prendre un autre pays dont on ne parle pas énormément, le Cameroun. Cameroun, début de l'année, ils avaient déjà vécu une crise sur des produits essentiels, enfin une hausse, pardon, des prix sur des produits essentiels d'alimentation courante de 40%. Donc là, repoint d'interrogation. Et puis, troisième point d'interrogation, c'est que finalement, je ne sais pas si même un point d'interrogation, la campagne 2023, elle est déjà sous pression. Qu'on le veuille ou pas, quoi qu'il arrive, du côté de l'Ukraine, les emblavements seront au mieux à 70% en Ukraine. Les rendements ne seront pas au rendez-vous. Donc si l'Ukraine arrive avec une demi-récolte, ce sera bien, mais après, c'est bien d'avoir une demi-récolte. Encore faut-il la sortir. Et les ports, on oublie. Donc sortir par le Danube, sortir par les voies ferrées, avec des voies ferrées qui ont des largeurs de voies différentes, hein, entre l'Union européenne et l'Ukraine, ça va être le bazar. Et donc, clairement, on aura un double effet. D'un côté, une baisse côté origine ukrainienne et une grande difficulté à faire sortir, et puis eux, ils auront besoin, et puis des arbitrages qui seront partout dans le monde, chez les agriculteurs, maintenant, sur qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on réduit les consommations? Parce qu'on sait ce qu'on paye aujourd'hui, le coût des intrants, on ne sait pas à combien on va vendre après-demain. Et là, pour le coup, même si le climat est favorable, la répercussion, on doit l'attendre. Et la crise dont on parle aujourd'hui, où il y a des mesures, et on va passer à cette suivante, qui ont été prises, qui ont été proposées, prises maintenant, c'est immédiat, mais il va falloir penser à autre chose, à la suite, dès maintenant, si on veut préparer réellement une possibilité de trouver un équilibre très précaire, très difficile, sans aucun doute. Alors, les mesures, elles ont été annoncées. Mobilisation au niveau européen de la réserve de crise, plus un petit quelque chose, 500 millions. Et puis, l'appel aux États membres de dire, bah, écoutez, voilà 500 millions d'argent qui arrivent, d'argent communautaire de la PAC, vous pouvez en mettre 200% de votre côté au niveau national, si vous avez les moyens. Les aides d'État rajoutées 2 € pour 1 €, oui, certains pays y vont, d'autres, ça coince.
Alors parce que les finances sont exsangues et que même si l'argent a plutôt coulé à flot ces derniers mois et pendant toute la période de Covid, certains commencent, et pas que les ministres des Finances, commencent à regarder de façon très attentive et à mentionner à leurs collègues des autres États membres en disant non, on a une difficulté, nous, on va avoir des limites, et ça rejaillit sur toute la discussion qui avait eu lieu pendant la réforme de la PAC, et le Parlement européen qui avait proposé d'avoir une réserve de crise européenne à minima d'1,5 milliard. Entre les deux, les argentiers des 27 gouvernements étaient passés par là, avec l'aide de la Commission européenne, en disant non mais attendez, 1,5 milliard, on va raboter tout cela et on remet 479 millions. Mais le sujet, il est bien là. Quand on a une telle crise, la réponse devrait être européenne intégralement. Elle ne l'est pas parce que les décisions ont été prises dans la matière à un moment où on pensait que finalement tout allait bien. Parallèlement, ça c'est déjà décidé, l'élargissement des types d'aides, les mesures de marché qui ont été activées dans certains secteurs, et puis le fait de dire, écoutez, levons toutes les contraintes qu'on peut à l'importation, augmentons les limites de résidus de ce qui arrive. Alors déjà qu'elles étaient différentes entre les limites de résidus pour certains produits qui étaient autorisés à l'importation et les limites de résidus qui étaient obligatoires dans l'Union européenne. Là, ça va encore être un peu différent. Même chose pour les OGM. Les OGM, c'est pas grave, on importe. C'est le message qui est lancé. Après, il y a quelques autres messages qui sont aussi lancés et reçus un peu différemment, dire finalement ce qu'on décide pour l'Union européenne, décidons-le pour nous aussi. Et là, d'un point de vue communication, positionnement, ça coince. Les clauses miroirs portées par le gouvernement actuel et par le ministre de Normandie avaient pour esprit de faire remonter le niveau d'exigence pour qu'il n'y ait pas une distorsion de concurrence par rapport aux productions et aux producteurs européens. On n'est pas dans le sens. Les clauses miroirs, le dossier ne débouche pas. Il a été reporté au Conseil des ministres de mars à avril, de avril à mai. Juin va arriver et évidemment c'est difficile. C'est extrêmement difficile, même si on comprend. Et puis, on a donc ces décisions qui ont été prises, l'argent qui pourrait être disponible, un peu européen, qui est disponible, et d'autres qui pourraient, si les États, les gouvernements s'y mettent. Et je reviens sur ma question, en 2023, quid? Parce qu'on aura besoin d'un accompagnement encore des filières européennes en 2023. Or, pour l'instant, ce qui est prévu au niveau européen dans la PAC, ce qui a été décidé lors de la dernière réforme de la PAC, c'est qu'une fois que vous avez vidé la réserve de crise, pour la réalimenter, vous prenez dans le budget PAC. L'idée, c'était la solidarité finalement entre filières. Si une filière va mal, et ben les autres, on pioche dans le pot commun et puis on donne à celle qui va mal. Quand toutes les filières vont mal, là, il y a un petit souci. Le principe d'approvisionnement, du réapprovisionnement de cette réserve de crise par de l'argent du budget PAC ne fait plus sens. Premier élément financier, et puis après, on va voir deuxième élément. Il y a de l'argent qui avait été suggéré pour l'agriculture européenne au titre du plan de relance, ce qui a été donné, et sans comparaison moindre. Ça pose question aussi. Il faudrait amener les décideurs politiques à reprendre ce sujet. Je pense que c'est un élément extrêmement important, parce que derrière la crise qu'on a aujourd'hui, la crise ukrainienne, qui effectivement focalise l'attention, il y a le retour de la sécurité alimentaire. Alors la sécurité alimentaire, il avait été largement oublié au niveau européen. J'ai encore dans les oreilles la commissaire à l'environnement,
le commissaire à l'environnement devant le Parlement européen il n'y a pas très longtemps, puisque quand même 2019 à l'échelle de l'univers, c'est pas loin, hein. Donc 2019, qui affirmait sans problème la sécurité alimentaire n'est plus un problème pour l'Union européenne, nous n'avons plus à y prêter la moindre attention, nous pouvons aller nous approvisionner sur les marchés mondiaux et là où il faut, et diminuer nos exportations autant qu'il faut. Bon, l'histoire donne finalement raison à ce que nous disions tous depuis la nuit des temps, que la sécurité alimentaire n'est jamais acquise. Et que toutes les grandes puissances, aujourd'hui, on passe de l'autre côté de l'Atlantique, ont compris depuis belle lurette que l'alimentation, l'agriculture, c'était une arme stratégique. Et avec l'Europe qui, visiblement, semblait l'avoir quelque peu oubliée. Donc, sécurité alimentaire, très bien. La communication d'il y a juste quelques jours de la Commission alimentaire face à la crise ukrainienne est parfaite dans le texte. Elle sonne juste, sécurité alimentaire, augmenter la production, investir, et cela est considérer la durabilité à l'aune de ces premières choses qui sont indispensables, non négociables. Les mots, c'est beau. Les actes, maintenant, ils sont nécessaires. Et là, on a un point d'interrogation au niveau européen, un point d'interrogation dans les États membres. Et puis, autre point qu'il faut avoir en tête, je ne sais pas si vous savez moi, mais 2023, enfin, déjà l'inflation est partie, et je ne vois pas pourquoi ce mouvement va s'arrêter, on va faire marche arrière, premièrement. 2023 ou 2024, l'endettement public, un jour ou l'autre, ça se paye. Il y a l'inflation, il y a le pouvoir d'achat qui va être mis en cause. Et puis, on a sur la table, il ne faut pas que la crise ukrainienne nous le fasse oublier, on a sur la table la proposition phare de la Commission européenne de Green Deal, décomposée pour l'agriculture en la stratégie de la ferme à l'assiette et la stratégie biodiversité. Et là, on a un tournant. Alors, perdez pas la vue avec ça, hein. Ça se résume en un mot. Depuis 1962 à aujourd'hui, quand on parlait d'agriculture, c'était d'abord la politique agricole qui prévalait. Et ensuite, on décidait des autres points. Avec le Green Deal et les propositions des deux stratégies que je vous mentionnais, on change complètement, au niveau communautaire, de paradigme. C'est que, en fait, entre maintenant et 2024, il y a 25 propositions législatives qui sont dans le tuyau et qui toucheront à l'agriculture et qui toucheront à la PAC, au contexte dans lequel l'agriculture se développe. 25 propositions législatives, 23 non législatives, ça fait 48 en tout, c'est beaucoup. Et de fait, dans ce bilan, on arriverait en 2024, fin 2024, à rediscuter d'une réforme de la réforme, parce que ça va être ça, hein. Pour avoir une PAC post-2027, c'est qu'en fin 2024, il y a les premiers documents de la Commission sur la table pour lancer la réforme de la réforme. Sur quelle base, me direz-vous? Sur des bases au mieux chiffrées de données de 2022. Donc la PAC qu'on met en place, 1er janvier 2023, c'est une PAC effectivement que beaucoup ont dit de transition. Oui, effectivement, parce que on décidera le post-2027 à l'aune de ce qu'on connaît aujourd'hui. Mais entre-temps, tout un contexte réglementaire aura été calé, et quelque part, la difficulté ou la crainte qu'on peut avoir, c'est que ce qui restera à négocier en 2024, ce soit juste ce qui n'aura pas encore été bouclé entre-temps. Donc ce qui ne sera pas lié à la durabilité, ce qui ne sera pas lié au sanitaire, donc un résidu de PAC. Et là, il faut choisir. Le Green Deal, tel qu'il est proposé par la Commission européenne, je ne parle pas de l'objectif final. Neutralité carbone de l'agriculture en 2035-2040, je pense que tout le monde est d'accord. L'objectif, il fait consensus à travers les 27 États membres. Mais comment on y va? Et c'est le comment on y va qui est important,
parce que ça rajoute à ce qu'on va avoir comme conséquence de la crise qu'on vit actuellement. Et comment on y va? C'est moins 50% de pesticides, moins 20 d'engrais, 10% de terres qu'on retire de production, c'est la proposition de la Commission, 25% de bio et 3 milliards d'arbres. Magnifique. Quand ça a été mis sur la table, au demeurant, notez qu'à peu près tous les États membres ont applaudi. Que le Parlement européen a voté à 65% en faveur. Sauf que le Parlement européen, il y a quelques jours, il a revoté les résolutions suite à la crise de l'Union de Ukraine, et là, il est totalement divisé. Les majorités, ça se joue à 5, 8, 10, 50 voix. Sur le sujet, Farm to Fork, sur ce sujet-là. Et là, il y a besoin de retrouver un mode et de réécrire les voix en question, parce que la conséquence de ces voix, et je vais très vite, parce que je vois que Claire elle va me faire de gros yeux, et donc je vais être très triste, la conséquence de la proposition de la Commission, la voie proposée, pas la finalité, la voie, c'est plus 10% pour le panier du consommateur. Est-ce que c'est crédible? C'est moins 15% de production dans l'Union européenne, c'est peut-être pas dans l'air du temps, et augmenter suivant la filière de 2 à 58% les importations, et notamment la filière protéique, où on la coule et on augmente le soja, tout en disant qu'on veut un grand plan protéique européen. Donc il y a un problème fondamental. Alors Farm Europe rabâchait depuis 2 ans en disant attention, 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 la crise ukrainienne vient, malheureusement ça souligne l'incohérence, donc il faut reprendre, parce qu'il y a une voie, il y a des voies qui existent malgré tout. Et je vous fais grâce du côté énergie, transition énergétique, qui est prévu au niveau européen. On a travaillé avec une organisation, Voice of Europe, pour essayer de comprendre quel est le coût du Green Deal dans son ensemble, alimentaire, énergie, logement, pour les citoyens européens. Et on a pris par quintile les 20% ayant le moins de revenus, les 20 autres, etc., etc. Pour 60% des Européens, ça coince. Je vais vous donner qu'un chiffre. Pour un ménage qui a 2500 € par mois de revenus, on ne peut pas dire qu'il fait la fête tous les jours. Ça boucle le mois, mais ça ne fait pas la fête tous les jours. Il faudrait qu'entre maintenant et 2030, qu'en 2030, sur les 2500 €, et c'était avant la crise ukrainienne, qu'il trouve 400 € de plus. Bon, on est d'accord, je pense, on partage globalement le même avis. Et de fait, il y a une nécessité de trouver d'autres voies. Et ces autres voies, elles existent, elles passent par l'investissement, quand on parle d'agriculture, d'alimentation, elles passent par la génétique, et notamment le dossier des nouvelles technologies génomiques. Et pour le coup, ce qui permet d'arriver au point d'arrivée final d'équilibre côté carbone, d'être là en pouvant même prendre le relais ensuite de certaines filières qui ne seront jamais neutres ou positives, loin de là, tout en ayant une production qui continue à augmenter et un profit dans les filières agricoles, dans les exploitations agricoles, qui augmente. Mais ça veut dire qu'en même temps qu'on résout la crise ukrainienne et qu'on supporte, on est capable d'impulser et donc d'avoir un plan d'investissement massif qui manque à l'Union européenne depuis quelques temps. Et ce plan d'investissement massif, il y a un signal qui serait bon, je pense, d'imaginer au niveau européen. Il faut de l'argent. Effectivement, aujourd'hui, l'argent reste assez disponible. Je pense qu'en 2023, 2024, etc., ça va devenir beaucoup plus difficile. Nonobstant, le plan de relance pour l'agriculture, la Commission, il ne faut pas dire du mal d'elle tout le temps, elle avait proposé 20 milliards pour l'agriculture en plan de relance ciblé essentiellement vers les investissements. Le Conseil européen a décidé que ce ne serait pas 20 milliards, mais 8 milliards. Cet argent, il manque. Qu'on le veuille ou pas, il manque.
il faut retrouver des dispositions, sauf à accepter qu'on continue à s'éclater comme ce qui est en train de se passer en Allemagne, aux Pays-Bas. Les Pays-Bas ont décidé dans l'accord de gouvernement de mettre sur la table en argent national 25 milliards pour le secteur agricole entre maintenant et 2035. Ça veut dire que chaque année, c'est 2 fois le montant de la PAC qu'il touche. Alors, est-ce qu'on joue dans l'Union européenne sur un chacun pour soi, et il y aura de la gabegie budgétaire parce qu'évidemment, les mesures que les uns prendront, les autres vont essayer de les financer pour les contrebalancer, et on ne sera plus dans l'esprit de la PAC de porter tout le monde et d'aller vers le haut. Ou bien est-ce qu'on a une vraie volonté politique, un vrai mouvement pour se dire c'est le moment et de résoudre la crise ukrainienne, enfin l'impact qui est là, de l'adoucir, parce qu'on ne va pas la résoudre à 100%, et de préparer la suite par ces éléments d'investissement massif. Et je ne mentionne pas le côté recherche variétale et puis NBTs, où là c'est du réglementaire pur qui va arriver sur la table des négociations d'ici cette année. Ça va commencer cette année et qu'il faudrait, mais je pense que c'est plutôt bien parti vu le contexte. Et dernier point, et c'est vrai, Claire, promis, mon dernier point, il y a une autre composante, c'est que si on se dit que le point d'arrivée final, il demeure, que les chemins doivent être changés pour y arriver, qu'on doit remettre l'agriculture au rang des priorités, il faut que demain, ça reste, que la sécurité alimentaire soit la priorité numéro 1 demain, y compris après les élections. Parce qu'aujourd'hui, il faut le reconnaître, le changement de pied de la Commission et de la présidente de la Commission, ça a été fait à la suite d'un coup de fil un peu direct, on va dire, du président de la France. Bien. Il faut bénéficier, l'Allemagne tangue un peu ces temps-ci. Soyons clairs, dans le concert européen, la force motrice allemande a besoin de se retrouver. On va dire ça de façon très diplomatique. Maintenant, au fur et à mesure qu'on va se faire à l'idée de la crise ukrainienne, au fur et à mesure, peut-être elle va passer un petit peu, pas dans l'impact, mais elle sera moins haut dans les journaux, dans quelques mois. Il ne faudrait pas qu'on oublie. Il ne faudrait pas que, sur l'agenda politique, cet élément essentiel qu'est la sécurité alimentaire, la production agricole, dans le respect d'une vraie durabilité, on est d'accord, eh bien, soit passé un peu derrière et que les vieilles marottes, les dossiers que certains ont à la Commission européenne, qui est extrêmement clivé ces temps-ci, entre ceux qui sont passés en résistance et les autres qui disent, ben oui, revenons à du bon sens, que ceux qui sont passés en résistance reprennent du poil de la bête, remettent en fait avec, dans la partie introductive, 5 mots de food sécurité, food sécurité, food sécurité, et ramènent les mêmes idées. Et là, c'est un vrai danger, je pense qu'il faut avoir une attention que les responsables professionnels et politiques doivent avoir, et ce sera une attention de chaque minute. Merci. Merci Yves pour cette présentation. Tu as légèrement dépassé l'horaire, mais je pense que c'est le décalage horaire entre Bruxelles et l'Occitanie, ça doit être ça. On va attaquer d'ores et déjà la table ronde. Donc moi, ce que je retiens de tes propos liminaires, c'est que on est dans une période trouble, mais que, je reprends tes mots, on va s'en sortir au niveau européen. Donc ça devrait bien se passer. Par contre, beaucoup de questions pour 2023, 2024, voire après 2027, sur les perspectives et pour l'agriculture et le secteur agroalimentaire au niveau européen. Je vais m'adresser tout de suite à Bernard, Bernard Ader. Quel est votre point de vue? Est-ce que vous faites le même constat qu'Yves par rapport à cette situation actuelle? Est-ce qu'on va s'en sortir aussi au niveau français? Est-ce que vous pouvez me donner quelques chiffres? Quelle est la situation du secteur agricole et agroalimentaire en France? Alors, ce qui est pratique après, bonjour à tous d'ailleurs, ce qui est pratique de passer après Yves et de passer après les propos de Jean-Pierre, c'est que tout a été dit et qu'on va pouvoir aller directement au but
et s'économiser toute la partie redondante. Ce que je peux dire au niveau des coopératives et des coopératives européennes également, puisque je mettais un petit mot autour du côté coopérative européenne, c'est toujours pareil, entre la réaction des coopératives françaises et des coopératives européennes, c'est que le constat que nous faisons, on s'aperçoit au travers, avec la superposition de tout ce que nous vivons, le Covid, qu'on a tendance un petit peu à oublier, les épisodes d'influenza dans les systèmes franco-français qui viennent s'y ajouter, également et la crise en Ukraine maintenant, on s'aperçoit que l'alimentation est importante et que ce n'est pas une espèce de génération spontanée ou de produit spontané qui arriverait bon an mal an, qui sortirait comme ça et qui derrière il y a des hommes, des femmes, des filières, tout un système ultra organisé qui nous permet d'être à l'aise et en sécurité alimentaire tous les jours, en quantité comme en qualité. Et ça, on est en train vraiment de découvrir ce truc-là. De façon générale, versus tout ce que nous venons de dire sur la fin de votre présentation. L'impact sur nos entreprises, vous les connaissez tous les jours. L'impact sur nos entreprises, ça a été, pour des entreprises qui achètent de l'engrais, ça a été des augmentations d'engrais, donc des prix des engrais, donc des achats, des positionnements, des frais financiers à mettre en parallèle pour pouvoir faire tous ces achats. Ça va être également le coût de l'énergie qui va considérablement augmenter sur nos entreprises avec un impact colossal pour certaines. Si on pense à des betteraviers qui vont sécher, qui vont transformer des betteraves, si on passe à la luzerne qui va sécher de la luzerne, le premier coût c'est de l'énergie. Donc là on est en train de multiplier par 2,5 le coût de l'énergie. On a également, pour les coopératives qui vont porter les positions pour les agriculteurs de vente. Alors bien sûr, on est tous heureux d'avoir des prix élevés comme ça qui viennent sur 2022. Et je te rejoins Yves, on sera peut-être moins heureux en 2023 de devoir avancer tout ça. Sur 2022, tout ça, ça a une répercussion sur nos coopératives quant au portage des positions pour le compte des agriculteurs. Et ça a un coût qu'il faut négocier et renégocier perpétuellement. Et donc, ce sont des points très importants. En termes de constat, ce qui se dessine également, c'est l'évolution de l'onde de choc. On a aujourd'hui une onde de choc qui est en train de passer vers le consommateur, mais on a une onde de choc qui a commencé très vite sur les producteurs, qui s'est répercutée sur les industries agroalimentaires de transformation. Et cette onde de choc, maintenant, elle est en train de partir sur le consommateur. Et on le voit aujourd'hui, le consommateur, à qui on amène un petit peu toute cette augmentation de valeur, on en reparlera, de coût, pardon, pas de valeur, mais de coût, et on en reparlera. Tout ça, ça va vers le consommateur qui, lui, va à la fin à pouvoir payer peut-être toute la facture, et ça a été dit au préalable. Donc il y a aussi des solutions intelligentes qu'il faudra trouver autour de tout ça. Bref, pour faire une mini-conclusion à ce moment-là, nous sommes aujourd'hui face à un problème ukrainien. Et je vous rappelle, à la veille de l'invasion, tout le monde disait ça n'arrivera pas, ça monte, super, tout le monde est content, les prix montent, mais le reste n'arrivera pas. Or, c'est arrivé. Et aujourd'hui, il faut faire avec ce monde-là et trouver des solutions pragmatiques, cohérentes, et avoir la tête froide dans l'analyse de tout, parce qu'on est dans la phase de petites réactions ou de réactions, avec quelquefois des positionnements qu'on pourrait prendre et qui seraient pas toujours les plus heureux forcément. Merci pour ces explications. Ludovic, au niveau de l'Occitanie,
de quelle manière cette crise pèse sur la compétitivité des entreprises. J'ai pu comprendre qu'il y avait aussi des conséquences indirectes parce que les marchés sont bousculés. Est-ce que vous pouvez donner juste en 2 minutes, concrètement, un état des lieux des conséquences en région Occitanie? Oui, alors je vais moi aussi essayer de ne pas être trop redondant, même si inévitablement, j'ai envie de dire, il y aura des sujets qui auront été dits, mais je vais les dire très rapidement. Je tiens à commencer par quand même rappeler que le SMIC a augmenté 3 fois en moins d'un an et que dans nos coopératives et dans nos exploitations de cette zone méditerranéenne où les valeurs ajoutées sont quand même malheureusement limitées et nos chiffres d'affaires, nos revenus également plutôt, ça a un impact important puisque 2,5% en octobre, 2,5% en janvier et 2,8% en mai. Ça fait des augmentations conséquentes. Alors évidemment que c'est souhaitable que les salaires augmentent pour pouvoir absorber toute cette inflation, mais ça crée aussi des difficultés sur nos structures. Une particularité pour notre région Occitanie, c'est que toute la stratégie a été basée sur les SICO, qu'ils soient au PIGP ou bio, label rouge, etc. Et donc on a des difficultés aussi liées à cette stratégie parce que, comme ça a été dit, et je ne vais pas alourdir le débat, le consommateur commence à faire des choix. Et donc, on a une baisse de consommation de ces signes de qualité qui rajoute à la difficulté pour nous. Donc, le coût de l'énergie, je n'y reviens pas dessus, mais toutes nos filières sont très impactées. Donc, nos coopératives se font énormément de soucis par rapport à cette énergie et à ses coûts. Le coût des intrants, ça a été dit aussi, donc je ne le rajoute pas. Simplement, on a une filière qui est très, très touchée. Au-delà de toutes les autres, c'est l'élevage, qui elle aussi a un modèle différent par rapport au modèle national. Et donc on remarque, là ça me fait un peu de syndicalisme, mais il y a des experts dans la salle qui pourront peut-être intervenir tout à l'heure, être plus précis que moi. Mais on a un modèle différent qui fait que parfois, quand on a des aides publiques, on peut parfois passer à travers, alors que nos exploitants et nos coopératives sont elles aussi dans des grosses difficultés, notamment par rapport au coût de l'alimentation qui a explosé. Des difficultés de nos entreprises dans les investissements, que ce soit sur les bâtiments d'élevage, dans les cuves et les bâtiments pour les vignerons, les caves coopératives, etc. Donc des gros problèmes. Je parlais en aparté tout à l'heure avec M. Casebon d'un exemple où entre novembre et maintenant, un bâtiment, tout compris, avait pris 40% d'augmentation sur le devis et donc l'entreprise a été obligée de reporter son investissement. Pour la filière vin, mais j'imagine pour les autres aussi, là je m'excuse, je n'ai pas eu toutes les remontées, mais des gros problèmes sur les matières sèches, le verre, donc avec une hausse des prix, mais pas que, aussi des problématiques de disponibilité. Et pas plus tard que ce matin, j'ai été interpellé par des directeurs, à raison, qui me demandaient comment on pouvait agir syndicalement sur ce sujet. J'avoue que c'est très compliqué, très très compliqué. Alors les infos que l'on a des gens qui sont dans cette filière, dans ces filières, serait qu'il faut surtout éviter le surstock pour qu'on joue la solidarité. Et a priori, d'après eux, juin-juillet, on devrait retrouver de nouveau des matières sèches. Mais bon, gros point de difficulté parce qu'il y a l'enjeu financier, mais il y a aussi le fait qu'on ne fournit pas nos marchés, qu'on ralentit nos sorties, nos rentrées d'argent. Donc ça rajoute au contexte. Et pour finir, donc, des gros problèmes de trésorerie liés à tout ce qui a été dit, Bernard l'a dit, on est obligé d'acheter des produits au prix fort, on ne sait pas sur l'année si on les revendra toujours au prix fort, etc. Donc des gros problèmes de trésorerie, des fonds de roulement, des besoins de fonds de roulement importants, et donc notamment une demande sur les PGE pour qu'ils puissent se transformer en fonds propres. Voilà, je ne fais pas plus long, mais en gros les quelques spécificités occitanes. Merci beaucoup pour ces éclairages. Je vais tout de suite donner la parole à M. Jean-Louis Casebon, parce qu'en tant que vice-président de la région, je suis sûre que vous avez été alerté par rapport à ce constat qui est sans appel. Quelles sont les réflexions que vous menez au sein de la région pour accompagner la performance de nos entreprises à court, moyen, voire long terme? Là, vous me posez
Une question, c'est un vaste programme. Les réflexions, on a les mêmes réflexions qui ont été menées. Pour le moment, ce sont des constats. Alors après, comment on pourra agir? Il est sûr qu'on ne pourra pas prendre en compte toutes ces difficultés au niveau de la région. Il faudra accompagner, s'adapter. Moi, le constat que je peux poser, on est face à une difficulté, là, aujourd'hui, c'est comme lorsqu'on conduit une voiture, et puis il faut l'éviter. Alors, à l'échelle européenne, M. Madre a bien exposé le cas, hein. Il est au quotidien. Vous voyez bien que, moi, ce que je constate, c'est que le plan qui a été mis en place par l'Union européenne de la fourche à la fourchette, il n'est plus adapté. Il faut le réorienter aujourd'hui. Ça, c'est une nécessité. Parce que ces thèses anglo-saxonnes qui prévalent encore aujourd'hui, même si les Britanniques sont sortis de l'Union européenne, c'est aller chercher les produits alimentaires là où ils sont le moins chers, notamment c'était dans les pays du Commonwealth. On voit bien que ça ne tient pas. Les crises, ça n'est bien le révélateur. Qu'il s'agisse du Covid, qu'il s'agisse de la guerre en Ukraine, aujourd'hui, un grand pays est un pays qui est capable de se nourrir. Et là, c'est souveraineté alimentaire. Alors on doit le mettre même à l'échelle européenne. Comment on peut, justement, je ne suis pas un productiviste à tout craindre, mais la décroissance, je pense que ce n'est pas la bonne réponse. À l'échelle planétaire, il y a des millions de gens qui meurent de faim. Et nous, on est là sur des préoccupations qui sont aujourd'hui dépassées. Alors, comment il va falloir s'adapter? Parce que là, on est entre producteurs, entre agriculteurs. Mais les conséquences sur les consommateurs au quotidien, vous avez montré le panier avec plus de 12, il est clair que ça va être peut-être au-delà de cela. On le voit bien, il y a des producteurs de viande blanche ici, qu'il s'agisse de volaille ou de porc. Je ne sais pas si les agresseurs veulent rentrer des cochons, des porcelets dans leur élevage en sachant qu'ils vont perdre X euros à la sortie. Donc au quotidien, on ne s'en rend pas compte, mais et les consommateurs ne s'en rendent pas compte. Donc je pense que ça va avoir des conséquences. Alors bon, c'est justement comment s'adapter. Là, il s'agit de relocaliser les productions. Il faut encourager tout ce qui est moyen de production. Quand on regarde la viticulture en Occitanie, il va s'agir de savoir si on peut peut-être irriguer dans certains secteurs. Est-ce qu'on est dans ces régions, le réchauffement climatique, ça se rajoute à l'Ukraine. Mais c'est ça, c'est se donner les moyens de produire, et puis à l'échelle européenne, et là la région elle pourra y contribuer, dans la mesure de ses moyens, c'est comment on rebondit demain, c'est-à-dire garder cette capacité à produire quand la crise va s'arrêter. Merci. J'ai bien compris que vous renvoyez aussi voilà, la balle vers l'Union européenne, mais dans les prochains mois, il y a quand même la PAC avec les programmes stratégiques, nationaux stratégiques. Il y a une partie qui est dévouée aux programmes de développement ruraux qui sont dans les mains des régions. Quelles sont les priorités de la région Occitanie dans ces programmes, et est-ce que vous allez changer certaines priorités par rapport au contexte actuel? Il est possible qu'il y ait certaines priorités ou certaines préoccupations qui soient réorientées. Je ne peux pas y répondre, je ne suis pas tout seul, mais ce que je veux dire, c'est que les régions, aujourd'hui, elles ont en main tout ce qui est les aides non surfaciques, c'est-à-dire les investissements dans les exploitations, les installations des jeunes agriculteurs. Tout cela fait que, après à l'intérieur de le PSN qui a été co-construit, ici, il y avait les professionnels, qu'il s'agisse des coopératives, des syndicats, jeunes, aînés, toutes tendances confondues. Il y a des priorités qui ont été, je ne vais pas y rentrer dans le détail, mais qui ont été mises en avant. Et dans ces priorités, ensuite, vous avez parlé des protéines. Il y avait une mesure agro-environnementale que l'on se proposait justement de mettre en œuvre pour produire les protéines ici en région, qu'il s'agisse du soja, du colza ou autre. On a quelques atouts de ce côté-là, et c'était être autonome, enfin,
c'est pas demain la veille, mais produire davantage de protéines à destination de nos élevages, dont parlait Ludovic à l'instant. Merci. Passons maintenant aux solutions. Aujourd'hui, comme on l'a vu dans les différents propos, on a des tensions à venir sur l'énergie, sur le pouvoir d'achat, sur la sécurité alimentaire. Au niveau de la coopération agricole, quelles ont été les demandes, les propositions qui ont été faites, où nous en sommes? Est-ce qu'on a quelques victoires à ce stade? Alors c'est un sujet vraiment de tous les jours, et quand je dis de tous les jours, c'est les week-ends aussi, hein, sur l'engagement que nous avons pour faire tout ce vilain mot qui est le lobbying, de façon à faire évoluer et changer les choses. Les entreprises coopératives peuvent émarger au plan d'aide énergétique, pardon, j'avais oublié le mot, au plan d'aide énergétique, mais ce plan d'aide énergétique a été conçu dans ses clés d'accès avec des indicateurs qui sont totalement inatteignables, voire inutilisables pour les coopératives agricoles et pour les autres d'ailleurs également. Donc on a passé un long week-end à mobiliser, à trouver des alliés pour faire modifier tous ces indicateurs-là de prise en compte, afin qu'un maximum d'entreprises puissent émarger à ce plan d'aide énergétique dont on espère qu'il vous servira dans toutes les entreprises pour alléger la note. On est également toujours pareil dans cet esprit de pouvoir dégager ce point de compression qui est aujourd'hui des hausses de charges de production, et ensuite vous allez voir où je veux en venir, une distribution qui, elle, est toujours en train de contraindre les prix. On a fait le forcing pour réouvrir toutes les négociations, bien aidé évidemment par le gouvernement ces temps-ci, pour réouvrir toutes les négociations et permettre de passer et de repasser, c'est pas fait, hein, mais de repasser des augmentations tarifaires sur les produits et donner un petit peu de... Donner un peu... Je pense qu'il marche encore même. Oui. Et donner un petit peu d'air qui sera pas vraiment à long terme, mais qui sera en tout cas pour le moment. Merci beaucoup. Par rapport à cette question de l'énergie, là je vais m'adresser plutôt à Yves. On a un plan au niveau européen qui a été annoncé sur le Repower EU, donc bon marketing de la part de la Commission européenne. On voit que, d'après les chiffres, que 40% du gaz européen provient de la Russie, que certains pays européens sont totalement dépendants de cette Russie. Voilà, dans ce cadre-là, quand on voit que nos industries agroalimentaires au niveau français, la part de gaz se situe entre 30 et 60%. Pour les plus consommatrices, on parle des céréales, on parle des produits laitiers. Comment voyez-vous cette annonce? Est-ce que vers quoi on pourrait aboutir? Est-ce que ça ne serait pas l'occasion d'avoir un peu plus d'Europe sur ces questions? Parce que vous avez parlé beaucoup de subsidiarité. Donc voilà, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce plan? Effectivement, Claire, je pense que ce serait l'occasion à la fois d'avoir plus d'Europe et plus de cohérence. Clairement, aujourd'hui, on fait le bilan de stratégies et de choix politiques qui ont été faits, et notamment à l'est de la France, d'un tout gaz, d'une sortie du nucléaire, d'une sortie du charbon, et en se disant on va s'approvisionner, la Russie, c'est à côté, il n'y a pas de problème, on y va. On voit le danger en la matière. Aujourd'hui, c'est comment on retrouve
plus d'indépendance. Je n'ai pas dit de l'autosuffisance énergétique, hein, ne rêvons pas, mais plus d'indépendance de façon réaliste. Et les grandes idées qui ont été mises en avant de l'hydrogène, magnifique l'hydrogène, mais l'hydrogène, pour produire de l'hydrogène, il faut de l'énergie. On la trouve où? Donc déjà, regardons ce qui est pragmatique, ce qui est disponible, et quelles sont les sources qu'on peut avoir. Et dans les disponibles, il y a notamment ce qui peut être obtenu et livré par l'agriculture. Ne l'oublions pas, alors on va dire des gros mots, enfin dans cette instance, hein, les biocarburants, c'était l'horreur de l'horreur, le biocarburant. Et d'ailleurs, vous pouvez noter qu'avec la crise ukrainienne, les vieilles lubies avancées par des ONG comme quoi les biocarburants, c'est l'horreur parce qu'on met de la nourriture dans le réservoir des moteurs, sont revenus. Alors, rien de plus faux d'un point de vue factuel quand on parle de l'Europe que ça. Plus on fait de biocarburants en Europe, plus on augmente la sécurité alimentaire grâce aux coproduits. Ça se démontre, les chiffres s'alignent, il n'y a pas à discuter, si ce n'est que la rhétorique marche bien sur certains, et les médias reprennent bien, certains médias. Donc clairement, on a des sources en termes de biocarburants, en termes de biogaz, il faut les exploiter, il ne faut pas mettre de limites, au contraire, il faut assumer et avancer. Et quand on parle de l'un et de l'autre, ce n'est pas effectivement diminuer la sécurité alimentaire. On a parlé des tourteaux, on en produit plus. Quand on parle de l'éthanol, c'est la même chose. Quand on parle du gaz, c'est du biogaz, c'est aussi la même chose. C'est et notamment quand on utilise des cultures intermédiaires, des cultures hivernales, des couverts hivernaux. Et puis, il y a tout un pan d'économie, effectivement, de sobriété en termes de consommation, chez les ménages, mais aussi dans les entreprises. Et là, je rejoins le sujet. Et la sobriété en question, c'est de l'investissement. On y revient. On n'en échappe pas, que ce soit en agriculture ou dans le secteur de transformation, c'est de l'investissement et il faut le favoriser. Et pas dans 15 ans, c'est maintenant. Merci pour ces commentaires. Au niveau du secteur vin, vous êtes un secteur qui a été quand même plusieurs fois impacté par des crises. Vous avez encore un ECM spécifique dédié à votre filière. Par rapport à votre expérience, quelle serait la boîte à outils magique qui permettrait de se relever et d'avancer pour faire face à ces périodes compliquées ? Oui, on a malheureusement une petite expérience, et notamment l'année dernière avec le gel, au-delà de toutes les autres crises. Donc nous, dans la viticulture, c'est vrai qu'on a un OCM à nous, et basé beaucoup sur l'investissement, justement. Par contre, ce qu'il faut qu'on renforce, c'est les outils de réactivité par rapport aux crises. On l'a vu pour le Covid, quelque chose qui était plus dans les textes européens, on l'a remis dedans et ça a fonctionné, c'est la distillation. L'aide au stockage qui a été une très bonne aide pour nos structures coopératives. Et donc ce que nous travaillons en ce moment dans le groupe 20, c'est qu'on soit en capacité de réagir vite avec des outils de ce type qui sont pour notre culture souvent les plus efficaces. Nous défendons de pouvoir continuer à avoir des autorisations de plantation puisque ça permet quand même de gérer le potentiel, je ne dis pas de le diminuer, le gérer. Donc l'objectif étant évidemment qu'il augmente grâce à notre capacité à créer des marchés, notamment à l'exportation. Nous avons un gros travail qui a été entamé en France mais qui devra et qui est européen puisque c'est le système assurantiel. Donc pour la spécificité des coopératives, nous travaillons à améliorer et réactiver le carence d'apport qui n'est plus proposé aujourd'hui aux coopératives. Et pour cela, on essaie de le rendre compatible avec les aides de la PAC et qu'on puisse le rentrer dans les plans nationaux. Évidemment, les enjeux qui sont devant nous font qu'il y aura des nouvelles solutions qui vont devoir être inventées, notamment par rapport
à l'adaptation au changement climatique, et là on revient à l'investissement. Toutes les solutions souvent passent par, en tout cas pas toutes, mais beaucoup passent par l'investissement. Donc il va falloir chercher au niveau des variétés, de la robotique, du digital, voilà, l'irrigation qui sert aussi à protéger nos cultures. Donc on a tout un tas de sujets à travailler, la recherche et le développement. Donc voilà, j'ai fait court parce qu'on a perdu du temps, mais vous voyez, la boîte à outils existe, on la travaille, et je pense qu'il y a une prise de conscience au niveau du groupe 20 Copa-Cogeca avec les autres pays, des sujets que l'on abordait ne serait-ce qu'à 6 mois et qui n'étaient pas relevés, aujourd'hui le sont. Donc je pense qu'on va pouvoir travailler ces outils et travailler à la réactivité, et notamment grâce à des gens comme Yves qui, au quotidien, font passer les messages. Merci beaucoup. Bon, je suis une bonne lobbyiste, j'ai gratté quand même 15 minutes en plus pour notre table ronde, donc on a le temps de terminer sereinement. On va passer sur la partie un peu plus prospective de cette table ronde. On a vu, donc, en faisant écho au problème de l'énergie, que ça a un impact aussi sur les engrais, leur disponibilité. On voit que le Green Deal, on est sur un chiffre de moins 20% de fertilisants, d'utilisation de fertilisants. On est sur des chiffres, voilà, qui peuvent faire peur. Est-ce que finalement l'Europe n'aurait-elle pas des leçons à tirer de sa dépendance aux engrais, et quelles seraient les réflexions à avoir dessus, Bernard? Oui, je crois qu'on a vraiment des leçons à tirer là-dessus. Alors, vous savez, avec les indicateurs que nous avons, on se focalise beaucoup sur les phytosanitaires. Mais il y a toujours un indicateur qui est juste en dessous, qui est celui de l'abaissement des engrais dans les objectifs finalement de Farm to Fork. Et celui-là, on s'en occupe un petit peu moins. Ce qui arrive avec la crise ukrainienne, c'est que ça fait un pop-up, et là, on va commencer à s'en préoccuper. Je pense qu'il faut faire de cette histoire-là un atout pour faire progresser la fertilisation de façon générale. Bien sûr, je ne vais pas vous donner une réponse maintenant, mais l'innovation peut nous permettre de passer à un autre système d'alimentation des plantes pour justement ne plus dépendre de ces pays-là, ou en tout cas de moins dépendre de ces pays-là, puisqu'il y a toujours quand même des petits éléments qu'on met dans la nutrition des plantes qui seront toujours importés, quoi qu'il en soit. Mais en tout cas de moins dépendre, d'aller plus vers une alimentation peut-être plus organique des plantes, ou de base organique. Et là, il peut y avoir des systèmes intelligents qui peuvent être mis en place au niveau régional, très, très régional, pour éviter aussi des migrations de matière organique. Et je crois que ça, c'est vraiment un point extrêmement important à explorer, et qui nécessite, ce que disait Yves Madre tout à l'heure, c'est pas forcément d'aller combattre dans le farm to fork les indicateurs, mais en tout cas de réclamer, pour en faire une opportunité, beaucoup plus de moyens et beaucoup plus d'innovation autour de ça. Et l'engrais, justement, est un point qui pourrait répondre parfaitement à cet exemple donné par Yves tout à l'heure. Je ne peux qu'abonder, hein. On est complètement d'accord sur cela. Il y a les deux volets. Il y a celui qui est exprimé actuellement, qui va prendre un petit peu plus de temps. Et puis, il y a des solutions pour être plus économe, et dès à présent. Donc, Ludovic l'a mentionné, l'agriculture de précision, le digital, et pas ce qui arrivera de la recherche dans 5 ans. Ce qui est disponible là. Mais il faut le faire entrer dans les fermes, dans les filières, et il faut des coups de pouce. Il faut des coups de pouce en investissement, en formation, en accompagnement. Alors là, pour le coup, quand on parle d'accompagnement, les coopératives, vous êtes aux premières loges, mais sur l'investissement, sur ce qui va faire démarrer, et c'est maintenant. On en a terriblement besoin. Merci beaucoup. Au niveau si on revient sur les mesures que vous avez présentées tout à l'heure, sur les mesures européennes, donc il y avait un certain nombre de mesures à court terme. Est-ce que, pour vous, ces mesures sont appropriées
et est-ce qu'elles sont finalement utilisées? Parce qu'on a parlé de subsidiarité. J'ai entendu M. Jean-Louis Cazobon qui disait tout à l'heure c'est pas suffisant, il faut aller plus loin, il faut davantage, plus de choses. Est-ce que finalement, on a une visibilité sur l'appropriation de ces mesures, sur son déploiement et sur la faculté de ces mesures à répondre aux enjeux de sécurité alimentaire, d'énergie, de redressement du pouvoir d'achat? Alors, si c'est l'ensemble qu'on additionne, est-ce que les mesures qui ont été prises permettent de répondre à tout en même temps? Non. Il ne faut pas rêver, on ne va pas faire rêver en couleur les gens. Ça va adoucir, ça va aider, ça va permettre de faire le gros dos dans certains pays, pas dans tous. Parce qu'il faut assumer le fait que, et les gouvernements doivent assumer, le fait qu'ils ont choisi d'avoir au niveau européen des moyens limités pour faire face aux crises. Et la Commission, mais depuis, c'est pas nouveau, hein, d'année en année, on l'a vu à chaque fois qu'il y a des crises ces derniers temps, c'était, écoutez, chers États membres, si vous avez de l'argent, mettez-en sur la table au titre des aides d'État. Moi, je fais rien. Alors là, il faut être honnête, la Commission a réagi en utilisant l'outil communautaire qu'elle a, des mesures et des mesures de crise et de l'argent du fonds de crise. Limité, certes, mais les 500 millions, c'est déjà ça. Maintenant, il y a des pays qui n'ont pas les moyens de mettre les 2 € en face de l'euro communautaire. Donc, suivant où vous êtes, suivant la pression que vous pouvez avoir, suivant les capacités budgétaires, suivant le moment où vous êtes en élection ou pas en élection, ça peut aider, effectivement, les résultats seront différents. Et on voit aussi le positionnement politique de certains États membres où, chez certains, l'agriculture, le nombre d'agriculteurs ayant diminué drastiquement au cours des dernières décennies, le poids politique n'existe plus. Ils ont, alors j'entends chez nous, chez vous, vous êtes encore la France, on est encore un pays privilégié pour cela. Il y en a d'autres et qui sont pourtant des puissances agroalimentaires où les Pays-Bas, le nombre d'agriculteurs est faible, la majorité a changé, la nouvelle coalition, alors on débranche les micros et la nouvelle coalition n'a rien à faire du secteur agroalimentaire et du secteur agricole. Même si économiquement c'est une aberration, on ne peut pas le comprendre. Mais d'un point de vue positionnement politique, rien. C'est sidérant. Merci pour ces explications. Si j'ai bien compris, on veut plus d'Europe. En tout cas, on veut une Europe qui accompagne, qui sécurise. Je vais maintenant laisser la place aux questions dans la salle. Je suis sûre que ce débat, en tout cas les différents chiffres qui ont été donnés ou les différentes explications qui ont été soulevées doivent susciter des questions parmi vous. Donc, il en faut un. Qui veut se lancer? Ah, monsieur. Oui, bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter, par contre? Merci. Oui, bonjour tout le monde. Je suis Didier Janet, donc je suis avant tout céréalier dans l'Ouest audois, producteur de blé dur. Certains me connaissent notamment pour ça, puisque j'ai des responsabilités nationales à la GPV. Je suis là en tant que président du comité régional des céréales. Donc j'étais invité et c'est Jean-Louis Morvan, un de vos vice-présidents, qui l'a formulé, qui l'a souhaité. Et à ce titre, je tiens à dire que Jean-Louis participe ardemment à nos travaux au sein du CRC et je l'en remercie. Moi, ce qui me préoccupe, oui, on est dans une crise multifactorielle et donc on s'aperçoit soudain, parce que Monsieur Madre, vous n'avez pas parlé à un moment donné,
les ONG parlaient que le bio allait sauver le monde. On en était à un moment donné. Que le bio permettrait de nourrir la planète. Donc, pour dire jusqu'où ils étaient prêts à aller. Ce qui est quand même paradoxal et inquiétant, c'est qu'on s'aperçoit qu'on est enfin qu'on est tendu sur les marchés, qu'on n'a pas tant d'avance que ça en termes d'alimentation, et avec les 2 crises qu'on vient de vivre, qui plus est. Au moins, en tant que céréalier, je l'ai vécu l'année dernière sur les rendements, dans notre région occitane. Et donc, malheureusement pour les éleveurs, c'est vrai qu'il y a la flambée des cours qui fait que ça dérègle et ça pénalise certaines productions. Moi, au sein du CRC, et je crois qu'il faut là je vais revenir sur un côté régional, on a des initiatives à mettre en œuvre. Alors, au sein du CRC, on a un groupe blé tendre qui travaille avec une adéquation entre l'offre et la demande. Il y a un groupe blé dur qui est en train de se constituer, toujours dans cette même dynamique, avec faire une suite au plan stratégique national qui a été développé en février à La Rochelle et que l'on veut adapter plus régionalement. Il y a un groupe de travail qui a commencé, Jean-Pierre, entre les éleveurs et les céréaliers. Je crois que là-dessus, il faut qu'on soit dans ce contexte particulier, mais je crois que là-dessus, il faut qu'on soit bon, qu'on réussisse. Alors oui, il y a 70% de la production occitane qui est transformée localement. Il faut certainement aller au-delà, mettre en relation les uns avec les autres, gagnant-gagnant, comme on l'a dit à la Réunion, pour éviter, parce qu'on s'en aperçoit, alors c'était plus vrai il y a 2 ans, une déprise de la production en grande culture. On est à 1 million d'hectares, on était tombé à 950 000, quand on était à 1 150 000 il y a 5 ans. Donc pour éviter ça aussi, pour éviter cette déprise, parce qu'il y a des enjeux, on parlait des biocarburants, oui, il faut pas... Ça ne doit pas être un sujet tabou. On doit pouvoir proposer à tous nos producteurs, quels qu'ils soient, des solutions, et elles passent aussi par l'énergie. Et je finirai par mon propos par... ça a été évoqué, mais c'est cette pression environnementale qui est insupportable. Et qui finalement, très localement, fait qu'on se retrouve dans des impasses, nous, producteurs. Je vais en dire une, c'est les nitrates, la directive nitrate. Parce que la France était en retard sur le pourcentage des territoires classés en zone vulnérable, on est passé de 50 mg à 18 mg. C'est le couperet, alors que les 18 mg, enfin je ne vais pas faire un cours technique, mais ça ne se justifie absolument, ça n'a aucune justification derrière. C'est pas pour autant que les rivières sont plus polluées. Mais en attendant, des territoires qui avaient fait les efforts, ils se retrouvent pénalisés parce qu'ils sont toujours dans cette réglementation qu'on n'arrive pas à régionaliser aussi. Juste sur ce dossier, c'est un apport d'azote en mois de septembre sur les colzas permettrait d'éviter l'utilisation de chimie, d'insecticides. Enfin, des exemples, il y en a tant et plus. Et je le dis chaque fois, et vous côtoyez l'Europe, dites-leur qu'il faut une pause environnementale et que ce qui se fait, c'est déjà bien, et arrêtons de surcharger, parce que demain, oui, il faudra produire, et je finis, pardon Jean-Pierre, nos productions méritent un prix aussi. Je le dis, le panier de la ménagère, oui, il augmente de 10%, mais il faudrait voir quelle est la part
panier dans la ménagère dans le budget des ménages. En tout Oui, cas, non, mais... ne retombons pas à l'envers. Non, mais on a bien compris vos propos. On a aussi compris la question qui était derrière tous ces propos, de savoir est-ce que aujourd'hui le poids des environnementalistes et le poids des différents mouvements au niveau européen, est-ce que les équilibres sont toujours les mêmes? Est-ce qu'on a changé de trajectoire par rapport à ces questions? Est-ce que on va dans une direction différente? Donc j'ai bien compris la question, je l'ai reformulée. On va prendre une deuxième question et comme ça on va après permettre aux personnes de répondre. Oui, c'est ça. Oui, alors bon, je peux me rasseoir. Je voulais juste intervenir sur un des enjeux que vous avez souligné, qui est la question de l'énergie. Évidemment, et au sein de cette question d'énergie, au regard de l'enjeu de nos coopératives, quelles initiatives on prend? La question des énergies renouvelables. Et ce que j'entends, moi, de cet enjeu, c'est qu'il faut aller vite et il faut faire fort. Or, les ressources en énergie renouvelable, elles sont chez nous. Que ce soit la biomasse, que ce soit le solaire, que ce soit le vent, que ce soit le bois. Et pour développer et aller vite et fort, on a besoin de quoi? On a besoin de mobiliser des ressources financières, techniques. On a besoin surtout d'organiser, d'avoir des approches collectives. En fait, ce qu'est la coopération, c'est ce que nous savons faire pour tous nos métiers classiques. Donc, j'ai l'impression qu'il faut que chacune de nos coopératives, et la coopération en général, et c'est pour ça que je pose un peu la question, a besoin de changer de braquet, de devenir des producteurs d'énergie renouvelable et d'en mettre un cap fort, politique et concrètement dans nos exploitations, avec toutes les vertus qu'on pourrait développer, je ne vais pas le faire là, en termes de vie coopérative et de création de valeur. Merci pour cette question. Peut-être pour la première question sur les équilibres politiques et finalement, est-ce que on va sur un autre chemin? Est-ce que d'ailleurs aujourd'hui le Green Deal est toujours approprié? J'ai peut-être donc il y a cette première question. La deuxième, c'est sur nous coopératives, comment pouvons-nous développer et être davantage offensifs sur la question des énergies renouvelables? Pour cela, je vais laisser la parole à Bernard et... Oui, je vais commencer par la seconde question. Moi, je proviens d'une coopérative qui va vraiment vers les énergies renouvelables, donc je peux en parler assez facilement. Je crois qu'il y a plusieurs dimensions à la fusée. C'est déjà la première de comprendre que c'est un enjeu pour tout le monde d'aller vers ces énergies renouvelables mais à n'importe quel niveau, que ce soit pour de la souveraineté, pour que ce soit pour de l'autonomie, pour que ce soit pour du gain de productivité, on a tout intérêt à y aller, et pour surtout du retour de valeur à nos agriculteurs, producteurs, après de façon mutualisée comme vous faites à FIJAC, ou peut-être de façon individuelle peut-être, mais ça ce sont des clés de répartition au sein des coopératives, et effectivement on ne peut que l'encourager. Ensuite, l'encourager, c'est une chose, il faut passer à la réalisation. Cette réalisation demande des ressources. Les ressources, faut-il les mobiliser? Alors on a l'habitude d'aller voir nos banques et nos partenaires financiers pour le faire. Nous suivent-ils, nous suivent-ils pas? Je pense qu'on peut mettre un troisième étage à la fusée qui, à mon sens, peut être un vrai enjeu européen. Et là, redéballer cette envie d'Europe. On est à la croisée des chemins au niveau européen. Soit on laisse des pays, soit des pays prennent de l'autonomie et ça fait une dislocation de l'Europe parce que chaque pays va vouloir aller à leur vitesse sur les sujets. Soit on en fait un enjeu majeur européen qui fait que dans un grand axe de développement européen et en mobilisant et de la réglementation pour le permettre et des financements pour l'accélérer, à partir de là ça peut aller très vite. Et ça peut aussi amener des pays qui n'y seraient pas forcément partis tout seuls.
Et je crois que, j'espère que vous l'avez compris, mais moi j'ai très envie d'Europe dans cette histoire-là, pour que l'Europe soit une solution à tous nos problèmes actuels. Le deuxième point, la première question, c'était qui fait quoi en Europe aujourd'hui? Le lobbying et la présence, en tout cas, est toujours très forte, et des ONG, et de cette envie de verdir. Ça, c'est toujours très présent. En tout cas, en communication. C'est-à-dire que ça occupe beaucoup les ondes, et ça occupe beaucoup les bandes passantes. Alors, effectivement, on le prend en compte dans tout ce que l'on fait. Ceci étant, chaque vote qui ont été faits au Parlement n'ont pas quand même représenté l'exactitude de tout ça. Le vote a finalement, ou les votes ont toujours été, dans les moments clés, plutôt conservateurs. Ou en tout cas, n'intégrant pas la représentativité de tout ça. Ça, c'est ce qu'on peut dire. Sur le point que nous vivons aujourd'hui, l'Ukraine, la guerre en Ukraine ne va pas arrêter le réchauffement climatique non plus. Donc, c'est quelque chose qui va évoluer, la guerre en Ukraine, se stabiliser, ou plus ou moins long terme, je ne sais pas, mais en tout cas, le reste, ça continue à courir. Et je crois que la profession agricole et les coopératives agricoles doivent rester des acteurs positifs qui ont envie d'accompagner les changements et les transitions. C'est pour nous un enjeu crucial, et pour nos générations futures. Et ce qu'on ne remarque pas souvent ou qu'on oublie, c'est que les coopératives agricoles ont un effet de levier extrêmement fort. Dès lors qu'elles passent et qu'elles accompagnent une transition, elles l'accompagnent très vite. Et si les ressources financières, notamment celles européennes, sont en adéquation, ce sont des paris qu'on peut gagner extrêmement vite et rapidement. Et de façon accélérée, si je le dis un peu trivialement, poussé au cul aujourd'hui par un conflit ukrainien qui nous bouge pour le faire beaucoup plus vite. Je voudrais juste insister sur quelque chose qu'on a dit plusieurs fois, mais je pense que tout ce qui nous arrive et tous les enjeux qu'on a à relever mériteront beaucoup d'investissements. Je crois qu'il faut avoir ça en tête. Donc nous, nos structures coopératives doivent penser ça et se structurer pour être en capacité d'investir. Et les pouvoirs publics doivent le comprendre pour eux, nous donner les moyens aussi d'investir. Je crois que si on peut faire un petit résumé de tout ça, c'est que sans possibilité d'investissement, à mon avis, point de salut. Et ensuite, il faudra laisser le temps parce que l'agriculture, je pense, a fait un bond énorme et il faut pas forcément changer le cap final, mais en tout cas changer la façon dont on va y aller et nous donner le temps de nous adapter. Sinon, je pense que la société en général le regrettera. Voilà, c'est les deux points que je voulais rajouter. Ben, apparemment, je dois intervenir tout à l'heure, alors je le dirai après. Alors, on prend juste la dernière question, deux dernières questions très rapides et vraiment des questions. Donc, voilà. Je vais faire rapide. Si la terrible crise qu'on est en train de vivre permet de faire changer les mentalités, alors d'abord, il y a le mot pour ceux qui souffrent en ce moment quand même. Bon, on est entre coopérateurs, on peut au moins dire ce mot-là. Mais au-delà de ça, si ça permet de faire changer les choses, vous avez évoqué, Yves Madre, la réforme des réformes. Alors, moi, je veux dire qu'une chose, reprendre le mot de Ludo sur la question de la gestion des crises, c'est indispensable. Jusqu'à présent, nous n'avons plus ces moyens-là. Or, on parle beaucoup d'investir, c'est très bien, mais investir égale amortissement. Et pour amortir, il faut un marché. Pour un marché, il faut le réguler. Et donc, il y a ce point qui me paraît essentiel. Deuxièmement, vous avez évoqué le fait du bilan carbone. Alors, c'est la question. Moi, je suis assez catastrophé parce qu'on a fait une étude il y a 5 ans au niveau de l'Institut coopératif du vin. Donc, c'est vieux déjà, 5 ans. Mais je ne crois pas que les choses aient changé fondamentalement. Dans notre secteur, nous sommes plutôt exemplaires en matière de bio. On a beaucoup poussé le bio, les HVE, etc. Le résultat des courses, c'est que quand on fait le bilan carbone, c'est pas bon. Alors on est entre nous, quoi. Mais il faut le dire, quoi. C'est pas bon parce qu'on a supprimé
la chimie de synthèse et on l'a remplacé par le tracteur qui sort plus souvent. Et donc, je dis ça pour dire que quand le ministre déclare à Bruxelles qu'il faut être exemplaire en matière de bas carbone en France, moi je dis oui, d'accord, mais il faudrait voir un peu comment on fait, quoi. Et qu'on soit un peu dans le détail des choses, parce que sinon, ça va nous bloquer. Ceux qui ont fait les efforts risquent d'être pénalisés. Merci pour cette question. La deuxième question. Alors, une question, une vraie question. Non, mais bonjour tout le monde. Tout d'abord, quand même une chose pour des gens comme nous de terrain. Vous présentez. Ah, Frédéric Rouanet, petit vigneron à Pépieux, coopérateur. Donc, tout d'abord, saluer quand même, parce nous sommes des gens de terrain, et quand nous venons à une assemblée générale et que nous entendons un discours comme nous a fait M. Madre, ça fait quand même plaisir de se sentir un peu soutenu de cette façon, puisque ça représente un peu les idées que nous défendons sur le terrain. Juste une chose, parce que c'est bien joli de parler de 2023, de 2024, etc., etc. À aujourd'hui, en viticulture coopérative, c'est pas compliqué. Le coût hectare sur une exploitation en HVE ou en conventionnel, c'est 800 € l'hectare de plus, entre le gasoil, les produits, tout ce qui est énergie et autres. Sur une cave coopérative, on va monter à 2, 3, 4 € de frais de vinification en plus pour ces ventailles. Derrière ça, il y a la partie commerciale qui aussi met du gasoil dans les voitures pour aller vendre du vin, fait de la publicité. Tout coûte plus cher. Et je pense que nos dirigeants européens, ceux qui nous aident au niveau de l'Europe, il va falloir bien sûr voir la viticulture, la coopération agricole en général sur multifilières d'avenir. Mais à aujourd'hui, on va avoir besoin de petits détails qui vont nous permettre de faire passer ces mois, ces années difficiles. Exemple d'un détail, le glyphosate. Le glyphosate, ça se vote l'année prochaine au niveau européen. Denis vient de l'avouer publiquement devant tout le monde. C'est dommage qu'il n'y ait pas la presse. Mais malheureusement, le glyphosate est le désherbant le moins polluant qui existe au monde aujourd'hui et le moins coûteux en énergie et donc en bilan carbone. Et ça, c'est des petits détails. Si vous pouvez nous aider au niveau européen, ça nous fera économiser beaucoup, beaucoup d'argent. Voilà, je n'avais pas de questions non plus, mais comme Denis n'en a pas posé, je ne verrai pas pourquoi, moi j'en poserai une. Tu as dit que la presse n'était pas là, mais elle est bien là, donc c'est bon, on va être montré du doigt. Oui, alors je vais laisser la parole. Vraiment, on a une minute, question, et après on passe aux conclusions, parce que sinon vous n'allez pas avoir mangé. On a besoin d'autre chose. On est OK pour le carbone, on est OK pour ça. On a besoin de produire. Est-ce qu'on a ce moyen-là? Est-ce qu'on a des alliés en Europe pour aller dire ça, quoi? Et est-ce que vraiment on le pense d'abord? Oui, alors je vais juste donner rapidement 2 minutes et après à Yves le micro pour répondre à cette question-là et après on passera aux conclusions de cette table ronde. 2 points, même pas 2 minutes, 10 secondes sur cela. On a une fenêtre d'opportunité aujourd'hui qui malheureusement a été donnée par la guerre ukrainienne sur la sécurité alimentaire et l'importance de produire. On l'exploite ou on ne l'exploite pas pour dire et amener des solutions, dire voilà les chemins qu'on veut pour conjuguer production
Et la durabilité, on n'y échappera pas avec. Et la fenêtre, elle est entre maintenant et fin de l'année. Après, on aura loupé. Donc à nous de la saisir. Deuxième élément, sur la PAC, d'après 2027, soit on attend que le gouvernement allemand fait ce qu'il a annoncé, c'est qu'il vient avec ce qu'il veut de la PAC post-2027 en 2024 pour donner la feuille de route de la prochaine Commission européenne, ou bien on se retrousse les manches et en 2023 on est capable d'écrire ce qu'on veut de la prochaine PAC. Voilà. Merci, merci Yves, merci pour les questions, merci aux participants pour leur intervention très, très riche. Et je laisse la parole à Jean-Pierre pour conclure. Vraiment un grand merci pour ces présentations. On est contraint par le temps, Jean-Louis, ça tu l'as compris depuis un moment. Je te laisse dire 2 mots et puis je donnerai les consignes de réalisation. Merci. Alors, comme en plus du temps ventre creux à pointe d'oreille, donc je vais avoir vite fait parce que vous n'allez pas m'écouter. Alors, je ne reviens pas sur ce que je disais tout à l'heure, les prérogatives de la région, comment on travaille après avec le national. Ce que je peux vous dire, c'est que bon, il va falloir s'adapter, vous l'avez dit, environnement, réchauffement climatique, carbone, etc. Vous savez d'où je viens, je suis agriculteur, retraité aujourd'hui, mais j'ai 2 fils quand même sur l'exploitation, et puis j'y travaille, je suis un intermittent, me disent-ils, mais notamment le week-end, j'y mets encore les pieds assez souvent. Ce que je veux vous dire, c'est que moi, l'agriculture, elle a un avenir. Qu'il s'agisse d'agriculture ou de viticulture, ce que l'on attend de nous est considérable. En termes d'alimentation, bien sûr, c'est notre mission première. Mais ces crises, elles ont révélé justement l'importance de cette fonction. Et je le redis, un pays qui ne peut pas se nourrir n'est pas un grand pays, on s'en rend compte tous les jours. Alors, c'est pas gagné, hein, quand on parle de souveraineté alimentaire ou d'autonomie, on est loin de là. Notre pays, en termes de viande ovine, tu es bien placé pour le savoir, on produit que 45% de ce que l'on consomme. Fruits et légumes, pour d'autres raisons, c'est du même acabit, ce n'est que la moitié. Bon, et alors, ce que je veux dire, c'est qu'il y a des places pour nos productions à prendre dans les marchés, et justement pour nos consommateurs. Les aménités fournies par l'agriculture, en termes d'environnement, de paysage, parce que c'est ça qu'il faut jouer aussi. À quoi sert l'agriculture quand on parle de communication? Le paysage et le tourisme qui fait quand même 100 000 emplois dans notre région, il faut qu'il y ait un cadre. Ce cadre, il est fourni souvent par les paysages, par l'agriculture. Qu'il s'agisse des vignes ou des paysages, c'est l'homme et l'animal qui les façonnent, ça aussi, il faut le mettre en avant. Alors, ce que nous subissons, les critiques que nous subissons, l'agriculture émet du carbone, peut-être. Quelle est l'activité qui n'en émet pas? Par contre, l'agriculture, elle capte du carbone. Ça, il n'y en a pas beaucoup qui sont capables de le capter. Et ça, il faut le mettre ça en évidence. Il y avait un schéma, je vois qu'il y a le directeur de la Chambre régionale d'agriculture, qui avait été mis en place, Climagri, qui relève tout ça. Ça, c'est une carte que nous devons jouer et il faut le faire reconnaître aussi. Alors bon, quand l'élevage, qui est mis souvent à l'index, et il y en a ici, s'il n'y avait pas justement le coup de dent, on me dit, les Pyrénées sont un formidable puits de carbone. D'accord, à condition que le coup de dent, là, qui est donné sur l'herbe, quand elle repousse, c'est là qu'elle capte le carbone. Quand elle a fait les pieds, elle ne capte plus. Alors, moi je suis désolé, mais ça, il faut le mettre en avant. L'élevage, mangeons moins de viande, tout ce que vous voulez. Ces surfaces qui sont toujours en herbe, elles fournissent des protéines et on a besoin des ruminants pour les transformer et pour pouvoir les consommer. Jusqu'au jour, et ça aussi, ça a une fonction. Jusqu'au jour où L214 et les végans se mettront à 4 pattes pour aller pâturer et remplacer tous ces ruminants, je ne vois pas comment l'élevage pourra être remplacé. Alors, demain, l'agriculteur sera un énergiculteur. Vous en avez parlé là. Il y a une agence régionale énergie-climat. Alors par contre, c'est là que les coopératives ont un rôle pour structurer ces démarches-là,
Parce que, attention, que l'agriculteur ne soit pas uniquement... Vous allez voir venir, même les grands acteurs du monde de l'énergie, qu'il s'agisse Total ou autre, ils y arrivent. Alors l'agriculteur ne doit pas être le support, continuer à marcher avec les esclopes sous les bottes, et les autres rouler en berline allemande. Hein. C'est-à-dire que l'agriculteur, il faut qu'il ait sa part dans cette production d'énergie renouvelable. Et ici, qu'il s'agisse du soleil, du vent, de la méthanisation, je ne vais pas y rentrer plus loin, on a une carte à jouer et il faut la jouer et la région, elle devra aider dans ce domaine-là. Alors je ne te parle pas des contrats agroalimentaires, viticulture, ce serait trop long. Allez. Ok. Merci Jean-Louis.